Les États-Unis vont-ils rester la première puissance mondiale et le gendarme de la planète? Pour François Hesbourg, la réponse ne fait aucun doute. Il y aura, quoi qu'il arrive, moins d'Amérique dans les années qui viennent. Bonsoir François Hesbourg. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes conseiller spécial à la Fondation pour la recherche stratégique et ce livre, il a pour titre « Un monde sans l'Amérique ». C'est aux éditions Odile Jacob. Alors vous analysez l'actualité immédiate et les tendances lourdes, comme on les appelle. Commençons par le volet plutôt actualité. Qu'est-ce qui montre selon vous que le monde tend vers moins d'Amérique ? Tout simplement le fait que l'Amérique s'intéresse de moins en moins à ses alliances. Depuis 70 ans, plus de 70 ans, l'une des forces de l'Amérique, une force qui lui est propre, c'est qu'elle avait des alliés. Et elle a toujours des alliés en Europe et en Asie. Ça démultiplie la puissance américaine. On a du mal à imaginer ce qu'aurait été la guerre froide si les États-Unis et l'Europe n'avaient pas marché la main dans la main. Et ben aujourd'hui, maintenant, on y est. On est vers une forme de divorce à l'américaine, avec un Trump qui se renferme. Pour lequel la notion d'alliance est un oxymore, et qui déteste les Européens, qui déteste l'OTAN, qui n'a aucune patience pour les alliés asiatiques des États-Unis. C'est un vrai basculement qui n'est pas lié seulement à la personne de Trump, mais Trump est un accélérateur d'histoire tout à fait remarquable. Alors on va parler évidemment, il y a la question de la guerre en Ukraine, vous le dites, d'une Russie de plus en plus guerrière, d'une Chine de plus en plus conquérante, notamment sur le volet commercial. On voit d'ailleurs aujourd'hui que ça continue, on va y venir sur le volet commercial. Mais j'aimerais qu'on s'arrête d'abord sur ce pays en lui-même au niveau de l'intérieur. Vous dites que les défis ne manquent pas. Vous avez d'ailleurs un chapitre qui s'intitule « Licorne et fentanyl ». Oui, alors ça c'est le contraste américain qui en lui-même n'est pas nouveau, mais il n'a jamais été aussi exacerbé, avec d'un côté les héros de la modernité que sont les grands patrons de Silicon Valley, ce qu'on appelle les licornes. Une licorne, c'est une entreprise qui est valorisée à plus d'1 milliard de dollars non cotés. Et le fentanyl, c'est l'opiacé dont meurent chaque année, depuis une dizaine d'années maintenant, près de 100 000 Américains. Plus d'1 million d'Américains sont morts de cette drogue qui est d'ailleurs une des priorités de Trump dans ses relations avec la Chine, parce que les éléments précurseurs du fentanyl sont souvent de production chinoise. Vous parlez aussi bien entendu de l'obésité. L'Américain moyen a une durée de vie de plus courte d'1 dixième environ comparé à un résident français, avec une espérance de vie de 77 ans et demi pour l'un et de un peu plus de 85 ans, 85,2 pour l'autre. Donc par rapport à la France, c'est ce qui pose évidemment de grands défis. Alors vous le dites dans votre chapitre consacré à la Chine, la Chine est clairement identifiée comme l'ennemi des États-Unis. Alors, la Chine et les États-Unis sont en situation de concurrence stratégique, se vivent comme tels, l'une et l'autre. Aux États-Unis, il y a un consensus national sur ce sujet. Démocrates comme républicains. Absolument. C'est peut-être le seul grand sujet sur lequel il y ait aujourd'hui un consensus aux États-Unis. Alors ça, c'est une tendance vraiment lourde qui avait été accentuée sous Biden et qui sera à nouveau accentuée sous Trump numéro 2. Mais vous dites la Chine au pinacle ou pas? Pourquoi? Alors parce que la Chine a de vrais problèmes. L'un des grands sujets de discussion parmi les experts en ce moment, c'est de savoir si la Chine a atteint effectivement son pic, ce qu'on appelle en anglais le peak China, en matière de rythme de croissance, en matière de bien-être social et ainsi de suite. Un pays qui devient vieux avant d'être réellement riche, et une Chine qui a très mal traversé la pandémie de la Covid, et cette Chine-là peut fort bien s'avérer être
plus hostile, plus guerrière que la Chine un peu plus tranquille d'il y a 10 ou 15 ans, qui, j'allais dire, se contentait de grandir, de prospérer et d'engranger les avantages de sa croissance. Aujourd'hui, la Chine se vit comme assiégée, se vit comme étant mise au défi, et ce n'est pas tout à fait faux, car pour la Chine, il y a le défi américain, et c'est ce choc-là entre une Chine sur la défensive, avec ce sentiment d'être assailli d'un côté, et les États-Unis unis dans le rejet de ce qu'est la Chine de l'autre côté. Et illustration de ce que vous dites, la Chine dénonce aujourd'hui l'enquête protectionniste menée par les États-Unis sur les puces électroniques. C'est le ministère du Commerce chinois qui l'annonce. La nature, on le dit, François Heisbourg, on le sait, a horreur du vide. Moins d'Amérique, ça veut dire plus de quoi ? Ça veut dire d'abord plus de Chine, ça clairement, ça on le voit, et pas forcément en bien. On le voit dans le domaine commercial, ça j'allais dire, c'est encore quelque part ce que la Chine peut offrir de mieux, même si ça détruit des emplois chez nous. Il est vrai que les voitures électriques chinoises contribuent à la lutte contre le réchauffement climatique. Mais il y a aussi le pire, la participation de la Chine au soutien à l'Ukraine, la Chine, dont les navires paraissent avoir une propension curieuse de découpage des câbles sous-marins en mer Baltique en ce moment, qui refusent de se laisser inspecter lorsqu'ils sont pris la main dans le sac. La Suède annonce en effet aujourd'hui que la Chine lui a refusé de pouvoir enquêter sur l'un des cargos. Ouais. Absolument, et le cargo est reparti, sans doute pour aller couper de nouveaux câbles. Et ça, c'est la guerre de quoi? Ça coupe les câbles de la communication? C'est la guerre de la communication. C'est la guerre des infrastructures de l'information. C'est quelque chose de grave. Hein. C'est pas du tout quelque chose de bénin. C'est quand même là-dessus que repose aujourd'hui, pour l'essentiel, les transferts de données nécessaires à l'économie moderne, et notamment à tout ce qui est tout ce qui relève des activités en ligne. La Chine, mais quel est votre avis sur ce qu'on appelle aussi, parce que vous en parlez aussi de l'ONU, de cet ordre mondial hérité de 1945, de l'après-Seconde Guerre mondiale. Est-ce que vous croyez à cette notion de Sud global qui a soif de plus de justice, d'une réforme du Conseil de sécurité de l'ONU, par exemple? Vous évoquez ces questions. Alors, le Sud global, en tant qu'élément structurant d'un nouvel ordre international, je n'y crois pas. Ce n'est pas la Chine qui va autoriser l'Inde à devenir membre du Conseil de sécurité, ou qui va autoriser le Brésil à devenir membre du Conseil de sécurité. On pourra attendre longtemps que les Chinois autorisent une réforme de l'ONU qui soit aux couleurs du Sud global. À l'inverse, il est un fait que le récit occidental de l'ordre international est un récit qui provoque énormément d'impatience dans beaucoup d'États du Sud, et le récuse, parfois à raison, un récit qui fait la part trop belle à des pays qui n'ont peut-être pas toujours prêté suffisamment d'attention au terme des échanges internationaux avec les pays du Sud. Mais croire que la Chine ou la Russie font partie du Sud global, c'est totalement absurde. Ce sont deux pays qui, parmi d'autres, mais encore plus que d'autres, vont absolument s'accrocher aux éléments de pouvoir que leur confère. Même s'il y a les BRICS, là on est beaucoup plus sur une question économique, comme vous le dites, que sur une question effectivement, et c'est différent. L'Europe, comment l'Europe peut-elle se préparer à ce monde post-américain, elle qui vit, vous le rappelez, sous parapluie américain d'un point de vue sécuritaire depuis plus de 80 ans. Le général de Gaulle voulait une Europe souveraine capable d'assurer sa défense même sans les États-Unis.
Ben la réponse honnête, c'est qu'on ne pourra le faire qu'avec les plus grandes difficultés. L'Europe prise en étau entre le protectionnisme américain et l'agressivité commerciale chinoise. Nous sommes pris en étau entre les ambitions militaires, idéologiques d'une Russie conquérante au sens le plus littéral du terme, et les États-Unis qui semblent vouloir nous tourner le dos tout en essayant d'extraire un maximum de richesses de l'Europe dans le cadre de ce qu'on appelle le partage du fardeau. Les États-Unis, peut-être qu'ils continueront à nous défendre, mais il va falloir payer, et payer beaucoup plus cher. C'est ça le message de M. Trump, quand il n'est pas en train d'expliquer qu'il faut que les Danois leur vendent le Groenland. Ça, c'est la dernière sortie de M. Trump aujourd'hui. Il avait déjà essayé une première fois lors de son premier mandat. Là, il est visiblement en train de recommencer. Donc ça s'annonce pas très bien pour l'Europe. Ça ne s'annonce vraiment pas bien pour l'Europe. Il faut quand même qu'on se mette vraiment dans la tête et qu'on est face à un défi qui est hors norme par rapport à ce qu'on a connu même pendant la guerre froide. Au moins pendant la guerre froide, il y avait une relative unité d'action face à la menace soviétique. Là, aujourd'hui, on n'a pas beaucoup d'amis et on a vraiment beaucoup le mot challenger serait un mot trop gentil. De concurrents ou plus que challenger. Vous parlez du changement climatique, de l'intelligence artificielle dans ce livre aussi. J'aimerais vous entendre aussi par rapport à une des régions sur laquelle l'Amérique a longtemps régné. Que change le renversement de Bachar al-Assad en Syrie pour les États-Unis? On voit qu'il y a l'émergence d'acteurs du Golfe, notamment le Qatar, de la Turquie aussi également. Donald Trump a dit récemment, ce n'est pas notre affaire, de toute façon nous avons 80% du pétrole dans les zones kurdes, il me semble, du nord-ouest du pays. Le plan américain, le grand plan américain pour le Moyen-Orient, qu'en reste-t-il? Il reste les accords d'Abraham que Trump va essayer d'élargir l'Arabie Saoudite. Il se pourrait fort bien qu'il y réussisse. Accord entre Israël et des pays arabes. Absolument. Et il faut bien le dire que d'habitude je ne dis pas du bien de Trump, mais le fait est qu'en dehors du président Carter, lorsqu'il a provoqué la paix entre l'Égypte et Israël, c'est le premier président américain à avoir obtenu des résultats durables au Moyen-Orient, avec les accords d'Abraham, où on a le Maroc, les Émirats. Mais ça ne résout pas le conflit israélo-palestinien. Oui, mais les Palestiniens, lui, c'est pas son problème. Ce qu'il constate, c'est que les États arabes, en fait, ne s'intéressent pas beaucoup aux Palestiniens et à leur sort. Et donc, il a pris le raccourci qui consiste à rapprocher les Israéliens des Arabes en laissant de côté les Palestiniens. Mais l'Arabie Saoudite, c'est quelque chose qui est envisageable dans le contexte que l'on connaît, ou ça va être un vrai défi pour lui? C'est un vrai défi pour lui. Ça va être beaucoup plus difficile que pour les Émirats Arabes Unis et le Maroc. Parce que l'Arabie Saoudite s'est rapprochée de la Chine, d'ailleurs. Oui, enfin... l'Arabie Saoudite, un peu comme la Turquie, elle se rapproche de tout le monde. Ouais. Elle joue sur plusieurs tableaux. C'est ce qu'elle joue sur plusieurs tableaux. Ce n'est d'ailleurs pas idiot en termes de calcul stratégique, il n'y a de plus mauvais. Quant à la Syrie, pour les États-Unis, il n'y a pas vraiment d'inconvénient. C'est visiblement pas bon pour la Russie. C'est exécrable pour l'Iran. Ceux qui perdent dans l'histoire, ce sont d'abord les Iraniens et les Hezbollah. Donc, quelque part, Trump fait preuve d'une sorte de bon sens. C'est pas l'affaire des États-Unis. Les arondes tombent toutes cuites dans le pot américain au Moyen-Orient. François Hesbon, on va profiter de votre présence pour une petite 30-40 secondes. Irak, Libye, Syrie, le prochain c'est l'Iran. L'Iran, écoutez, le mot optimisme est un mot que l'on n'a pas le droit de prononcer au Moyen-Orient. Et périodiquement, on fait preuve d'optimisme en disant « Ah, cette fois-ci, ça y est, l'Iran va basculer. Les femmes iraniennes sont formidables. » Et elles sont formidables. Donc ça va être pour ce coup-ci. Ah, une élection présidentielle. Ah, elle est truquée. Ah, il y a des millions de personnes dans la rue. Ça, c'était en 2009. Le printemps vert. Le printemps vert et ainsi de suite.
Malheureusement, le régime iranien en interne a beaucoup de résilience et j'aimerais bien pouvoir dire oui, les femmes vont obtenir gain de cause. Malheureusement, on a été trop déçus dans le passé pour fonder une politique sur un tel espoir. Merci beaucoup François Hesbourg. Un monde sans l'Amérique, c'est aux éditions Odile Jacob. Merci beaucoup pour votre éclairage ce soir sur TV5 Monde.